Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'aurais aimé encore une fois vous retrouver dans de meilleures circonstances, mais alhamdoulilah, alhamdoulilah. Allah يصوب لبلادنا والجميع. C'est avec plaisir que je vous retrouve tout de même ce soir pour traiter un sujet qui concerne plusieurs étudiants, plusieurs élèves, mais notamment plusieurs décideurs et chefs d'entreprise. Nous allons voir ce soir comment est-ce qu'on pourrait traiter et analyser la structure financière de l'entreprise. Donc ce soir, je vais traiter dans un premier temps, je vais rappeler qu'est-ce que c'est qu'un bilan. Je vais ensuite vous montrer comment est-ce qu'on passe d'un bilan comptable vers un bilan fonctionnel, un bilan en grande masse. Je vais rappeler les principes et le mode de calcul de l'équilibre financier et nous allons évoquer des notions comme ce qu'on appelle le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Et après, je vais essayer de schématiser toutes les situations possibles et imaginables qu'on pourrait retrouver face à une situation financière et quelles sont les solutions à apporter. Donc, aujourd'hui, le bilan est un document comptable qui nous donne une idée sur la situation financière de l'entreprise et plus précisément sur son patrimoine. Il faut rappeler que contrairement au compte de résultat qu'on appelle aussi le compte de produits et charges, le bilan est un document cumulatif depuis la création de l'entreprise. Il est constitué en deux colonnes. La colonne de gauche est appelée actif, qu'on appelle aussi les emplois, et la colonne de droite est appelée passif. Ok? La colonne d'actifs peut être subdivisée en trois colonnes. Nous avons le brut, l'amortissement et dépréciation, le net, et là, nous avons le passif et qu'en net. Je ne vais pas détailler tous les éléments qui composent le bilan, mais je vais vous donner l'essentiel. Alors, l'actif représente tout ce que l'entreprise possède, tout ce que l'entreprise a. Le passif représente tout ce que l'entreprise doit, l'ensemble des dettes de l'entreprise. Alors, au niveau de l'actif, nous avons dans un premier temps l'actif immobilisé, qui est constitué des IMO incorporels, des IMO corporels et des IMO financières. Un petit rappel est considéré comme immobilisation tout bien durable qui n'est pas consommé dès sa première utilisation et qui sert à l'exploitation. Donc il n'est pas consommé dès sa première utilisation, il dure dans le temps et il sert à l'exploitation. Le plan comptable général français a rajouté une petite information stipulant que tout bien dont la valeur unitaire hors taxe est supérieure ou égale à 500 euros. Les immobilisations incorporelles, c'est l'ensemble des biens qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas toucher. Je vais citer deux exemples, un fonds de commerce ou par exemple un logiciel. Les immobilisations corporelles sont constituées principalement des terrains, des constructions, du matériel industriel, donc tout ce qui est machines, etc., du matériel de transport, du mobilier et matériel informatique. Et les immobilisations financières sont constituées principalement des actions et des obligations, mais je fais un petit rappel. Nous allons voir qu'il y a deux types d'actions. Une action qui fait partie des immobilisations financières et une action qui fait partie des valeurs mobilières de placement. La différence, c'est qu'une première action, elle est appelée titre immobilisation financière lorsqu'il s'agit d'un titre de participation, c'est-à-dire que généralement là l'investissement est beaucoup plus lourd et étalé sur une durée beaucoup plus longue. Donc j'ai un excédent de trésorerie et je vais investir dans une autre entreprise, donc je vais acheter des actions dans le but de participer à la gestion de cette nouvelle organisation. Alors que les autres sont des actions que nous allons placer dans les valeurs mobilières de placement. Ce sont des titres de placement et ils sont à titre spéculatif. J'ai un excédent de trésorerie, ok, pour ne pas laisser l'argent dormir. Et ça, c'est la devise de tout financier, c'est qu'il ne faut jamais laisser l'argent dormir. Je ne peux pas laisser de l'argent comme ça bloqué dans un compte. Il faut
la fructifier. Il faut fructifier cet argent et il faudrait cette somme d'argent et il faudrait donc l'investir. Je vais l'investir dans des actions à titre spéculatif. J'achète une action et dès que sa valeur augmente, je la revends et cela me permettra de maximiser mes profits. Alors, à côté des immobilisations financières, nous avons l'actif circulant. Il est constitué principalement des stocks. Et là, nous avons les stocks de matières premières, les stocks de marchandises ou les stocks de produits finis. OK? Et nous avons les créances clients. Il s'agit des clients à qui j'ai vendu de la marchandise, du service. Et nous avons finalement la trésorerie de l'actif. OK. Alors, les trois colonnes. Le brut représente la valeur d'origine. L'amortissement et dépréciation, l'amortissement, c'est la constatation de la dépréciation de la valeur d'un bien. Comme la dépréciation qui est la constatation de la dépréciation de la perte de valeur d'un actif non amortissable. OK? À la différence, c'est que l'amortissement est une perte sèche, est une perte connue, est une perte définitive, alors que la dépréciation pour provision, c'est une perte probable, c'est-à-dire qui n'est pas jugée irrévocable. Et le net, c'est tout simplement mon brut, c'est ma valeur nette actuelle, comptable, c'est tout simplement mon brut, moins la somme des amortissements et des dépréciations. De l'autre côté du passif, nous avons les capitaux propres. Dans ces capitaux propres, nous allons retrouver principalement le capital, le résultat, le report à nouveau et les différentes réserves. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. De par mon expérience en tant qu'enseignant, il m'arrivait toujours de poser la question à mes étudiants, comment ça se fait que le capital, qui représente la somme d'argent apportée par les actionnaires au moment de la création de l'entreprise, soit au passif et fasse partie des dettes? Parce que tout simplement, c'est une dette de l'entreprise envers ses associés. Lorsque je veux créer une entreprise et que j'apporte du capital, je le donne à l'entreprise et ce n'est plus mon argent, mais c'est l'argent de l'entreprise. OK. Après, nous avons les provisions pour risques et charges. Il s'agit d'autres types de provisions et nous avons les dettes financières et emprunts auprès des établissements de crédit. OK? Nous avons le passif circulant, constitué principalement des dettes fournisseurs. Il s'agit de fournisseurs de chez qui je me suis approvisionné et que je n'ai pas encore payé. Dettes fiscales et sociales. Qui malheureusement, en ce temps de crise, vont flamber pour la majorité des entreprises. Les autres dettes, on va résumer les autres dettes. Et après, nous pouvons avoir de la trésorerie du passif. Trésorerie passive ou la trésorerie du passif. La trésorerie du passif est constituée principalement de ce qu'on appelle les concours bancaires. Encore une fois, je rappelle ce que c'est qu'un concours bancaire. C'est tout simplement lorsque j'ai un solde créditeur à la banque, lorsque je suis en rouge. C'est ce qu'on appelle dans un langage commun pour les personnes physiques, le découvert. Pour les personnes morales, on l'appelle soit concours bancaire, soit facilité de caisse. Donc, et bien sûr, le rappel, même par rapport à hier, le principe de la partie double, mon total actif est toujours égal à mon total passif, mon bilan doit être équilibré, et l'actif moins le passif donne le résultat. OK? Si le résultat est positif, c'est un bénéfice, et s'il est négatif, c'est une perte. Et la beauté de la comptabilité, c'est que le bilan n'a rien à voir avec le compte de résultat, le compte de produits et charges, que nous allons traiter ultérieurement. Et c'est ce même résultat retrouvé au niveau du bilan que nous allons retrouver au niveau de notre compte de produits et charges ou notre compte de résultat. Mais ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Donc maintenant, lorsque vous présenterez ce bilan,
à votre banquier, par exemple, pour l'octroi d'un prêt, ou lorsque vous voulez réaliser un diagnostic financier, ou lorsque vous voulez tout simplement réaliser une analyse financière pour pouvoir comparer votre entreprise par rapport aux autres. Ce qu'on peut faire à partir d'un bilan comptable est une simple lecture. On pourra dire que voilà, tel compte représente une somme de, etc., etc., etc. C'est pour cette raison que nous sommes dans l'obligation de passer d'un bilan comptable vers un bilan fonctionnel en grande masse, qu'on appelle aussi le bilan en grande masse. Nous allons regrouper tous les éléments de ce bilan pour pouvoir ressortir les masses du bilan et les trois fonctions principales du bilan, à savoir l'investissement, le financement et l'exploitation. Et pour ce faire, nous allons passer d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel en grande masse. Alors, comment se fait le bilan fonctionnel? Alors, il est important de rappeler qu'il existe plusieurs écoles, ok? Ce n'est pas une science exacte, mais il existe plusieurs écoles qui traitent le bilan fonctionnel d'une manière ou d'une autre, et ceci réside principalement dans les retraitements extra-comptables. Je ne vais pas les traiter aujourd'hui parce que, de par mon expérience, encore une fois, elles sont traitées de manière différente entre enseignants et enseignants, entre pays et pays. Donc je reste ouvert à toutes vos questions lorsque vous voudriez traiter des retraitements pour pouvoir, extra-comptable, pour pouvoir passer d'un bilan comptable vers un bilan fonctionnel. Mais pour les étudiants universitaires de première, deuxième, troisième année, avant les masters, pour les élèves en classe prépa, pour les étudiants de terminale, pour les bacheliers marocains, aujourd'hui, vous n'aviez pas de retraitement extra-comptable à faire. Je donne un simple exemple. Lorsque vous allez acquérir une immobilisation, et là on ne parle même pas d'acquisition parce que quand on acquiert, le bien nous appartient, alors que lorsqu'on achète une immobilisation ou lorsqu'on se procure une machine par exemple en crédit bail, ok, nous ne sommes pas propriétaires. Donc automatiquement la machine ne figure pas au niveau de notre bilan. Mais nous payons des redevances, donc des charges locatives, au lieu d'acheter et d'acquérir le bien et de le financer en fonds propres ou en emprunt et qu'il fasse partie de mon actif, etc. et qu'il subisse un plan d'amortissement spécifique et que j'enregistre la dotation aux amortissements comme charge. Non, je le prends en crédit bail, je ne suis pas propriétaire, donc je ne peux pas l'inscrire dans mon actif. Mais j'ai des charges locatives au niveau de mon CPC, donc le retraitement extra-comptable stipule que cette machine est réintégrée au niveau des immobilisations et on calcule la dotation aux amortissements, etc. Donc nous ne sommes pas là aujourd'hui, nous allons vous apprendre à réaliser un bilan en grande masse sans prendre en considération les retraitements parce que si on doit traiter les retraitements, on ne s'arrêtera, on n'en finira pas ce soir. Donc, le bilan sera finalement de la même sorte, actif, passif, et nous allons ressortir les trois fonctions de l'entreprise. Il sera réalisé en trois colonnes. Nous avons d'un côté les emplois stables, et en face les ressources stables, l'actif circulant, hors trésorerie, passif circulant, hors trésorerie, et la trésorerie de l'actif et la trésorerie du passif. Et là, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a exactement dans chaque élément qui compose ce bilan fonctionnel. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce soit l'actif ou que ce soit le passif, tous les éléments sont pris en net. Ok? L'actif ne subira pratiquement aucun retraitement et les emplois stables seront composés de toutes les immobilisations. Donc, toutes les immobilisations, corporelles, incorporelles ou financières. Nous n'avons aucun retraitement à faire. Nous n'avons aucun changement à faire. C'est très simple. Allez-y, prenez le total de vos immobilisations en net et posez-le ici.
L'actif circulant est composé de tous les autres éléments de l'actif à l'exception de deux postes qui sont les disponibilités et les valeurs mobilières de placement. Ceci ne pose aucun problème pour ceux qui suivent le plan comptable français parce que les VMP sont classés au niveau du compte 503 et donc font partie des classes de trésorerie et les disponibilités font partie des trésoreries, donc elles restent à leur place. Alors que ceux qui utilisent le plan comptable marocain, les TVP, on les appelle titres et valeurs de placement, sont au niveau de la classe 3 et donc il faut les redresser et les descendre et les placer au niveau de la trésorerie. Et je vais ouvrir une toute petite parenthèse, c'est une aberration d'avoir classé les TVP au niveau de la classe 3 et pas au niveau de la trésorerie, au niveau du plan comptable marocain, parce qu'aujourd'hui, les valeurs mobilières de placement sont transformables en liquidité aussi rapidement que possible et donc peuvent faire partie de la trésorerie de l'actif et font partie de la trésorerie de l'actif. Donc dans l'actif circulant, nous aurons les stocks, les créances et autres éléments de l'actif circulant. Et au niveau de la trésorerie de l'actif, nous aurons les VMP et les disponibilités. Alors, ok, et nous avons ici notre total de l'actif. Sachez que mon total actif, étant donné que je ne traite pas de retraitement, je n'aurai pas d'éléments que je vais intégrer tel que je vous ai dit, ne changera pas. Et donc, c'est le montant que j'ai ici, que je retrouverai ici. Donc, pour l'actif, ça ne pose aucun problème. Quant au passif, la difficulté que rencontrent généralement les étudiants se situe au niveau des ressources stables. Ok? Donc, dans les ressources stables, je mettrai mes capitaux propres. Je mettrai mes provisions pour risques et charges. Ok? Je mettrai mes dettes financières, à l'exception des concours bancaires, hors concours bancaires. Et je mettrai, étant donné que pardon, c'est en brut, pas en net, et en brut, pas en net, étant donné que j'ai pris mes éléments du bilan fonctionnel en brut, et au niveau de mon bilan comptable, mes éléments sont en net. Ok? Donc je n'aurai pas cet équilibre-là. D'ailleurs, quand j'ai encadré le brut parce que c'est le brut. Je dois récupérer la somme des amortissements et dépréciations pour pouvoir passer du net au brut que je prends et que je réintègre ici. Donc il ne faut pas oublier de rajouter somme des amortissements et dépréciations. Mon passif circulant sera constitué principalement. Alors, il est vrai qu'on pourrait subdiviser l'actif circulant et le passif circulant en actif circulant d'exploitation et hors exploitation, ok? Mais ça ne changera rien par rapport à notre analyse. Donc, mon passif circulant sera constitué principalement des dettes fournisseurs et de l'ensemble des autres dettes. Et dans ma trésorerie du passif, je retrouverai mes concours bancaires. Donc attention, on va vous donner les dettes financières, vous allez avoir dans votre bilan les dettes financières et vous avez le solde créditeur à la banque qui fait partie, parce que c'est une dette financière aussi, qui fait partie de vos dettes financières. Donc il faudrait le retrancher de l'emprunt et dette financière auprès des établissements de crédit et le considérer comme étant un concours bancaire, comme étant un solde créditeur à la banque, comme étant une trésorerie du passif. Ok? Et nous avons notre total passif qui est égal à notre total actif, bien sûr, principe de la partie double, qui est égal au total brut de notre bilan comptable. Ok? J'espère que voilà, vous avez compris la différence et comment est-ce qu'on passe d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Ce bilan fonctionnel ou bilan en grande masse, comme j'ai dit, il fait ressortir les trois fonctions principales de l'entreprise. La fonction investissement,
la fonction financement et la fonction exploitation. Voilà comment est-ce qu'on met en évidence les trois fonctions principales de toute organisation. Maintenant, une fois qu'on a réalisé notre bilan fonctionnel, le travail ne s'arrête pas. Il va falloir tout simplement calculer notre équilibre financier. C'est-à-dire finir par calculer la trésorerie nette de toute entreprise. Ok? Avant de calculer la trésorerie nette, nous allons calculer le fonds de roulement net global. Fonds de roulement ou fonds de roulement net global, FRNG. Le FRNG, le fonds de roulement net global, exprime la capacité de l'entreprise à financer ses investissements par ses propres moyens. Ok? C'est-à-dire qu'on dit que je veux disposer d'un fonds de roulement. Est-ce que j'ai un fonds de roulement pour faire fonctionner mon entreprise? Ok? Cela signifie que non seulement je suis arrivé à financer mes investissements par mes propres moyens, mais j'ai dégagé un surplus, un excédent qui va me permettre de financer mon cycle d'exploitation. Et donc mon besoin en fonds de roulement. Et c'est pour ça qu'on dit que le fonds de roulement doit être positif. Et le plus important possible, étant donné que c'est un excédent, donc tant qu'il est positif, c'est très bien, et tant qu'il est important, c'est encore meilleur. Donc toutes les entreprises veillent à disposer d'un fonds de roulement positif et important. Je rappelle, le fonds de roulement est un excédent qui est dégagé après que l'entreprise ait financé ses investissements par ses propres moyens. Et d'ailleurs, à partir de ce que je viens d'expliquer, sa formule de calcul devient très simple. Le FRNG, il est égal aux ressources stables moins emploi stable. Le deuxième point de l'équilibre financier qu'on calcule, c'est le besoin en fonds de roulement. Le BFR, c'est un besoin. Donc, tant que mon besoin est faible, tant que mon besoin est négatif, inexistant, tant que c'est mieux. Alors, le besoin en fonds de roulement exprime ce dont a besoin l'entreprise pour financer son cycle d'exploitation. C'est ainsi qu'on dit qu'il faut qu'il soit le plus faible possible, et quand il est négatif, c'est encore excellent. Ok? Le besoin en fonds de roulement est né principalement, étant donné qu'il traite l'aspect exploitation. Donc, il est né principalement du décalage. Je n'arrêterai jamais de rappeler ces termes-là parce qu'ils sont si importants pour l'analyse. Il est né principalement du décalage, entre mes dettes fournisseurs d'un côté et mes stocks et créances clients de l'autre côté. Pas besoin de vous rappeler le cycle, le fameux cycle, c'est-à-dire que une entreprise, allez, on va le rappeler, j'achète, je m'approvisionne. Alors, approvisionnement. Je stocke. C'est quoi? C'est que dans ce fameux processus, le délai de règlement de mes fournisseurs doit être largement supérieur de mon délai de paiement de mes créances clients et mes délais de stockage. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que j'apprenne à travailler avec l'argent des autres. Pourquoi est-ce qu'on trouve par exemple la grande distribution est un secteur qui généralement n'a aucun souci de trésorerie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce processus est très simple. Lorsque je pars au supermarché
et que j'arrive avec mon caddie devant la caisse, avec mes approvisionnements, est-ce que je pourrais négocier avec la caissière un règlement à 30 jours? Ça n'existe pas. Je règle au comptant. Ok? Alors que leurs fournisseurs sont réglés à 60 jours, 90 jours. Donc, ils disposent, avec 2, 3 jours, 4 jours de stockage, ils disposent de 85 jours de fonds de roulement. Ok? Ça, c'est un petit exemple. C'est la même chose pour les restaurants, c'est la même chose pour des secteurs d'activité où, si tu ne payes pas, qui sont vraiment dans le B2C, quand tu ne payes pas sur place, tu ne jouis pas du bien. Ok? Donc, le BFR est né principalement du décalage entre mes dettes fournisseurs d'un côté et mes stocks, mes délais de stockage et et les délais que j'accorde à mes clients de l'autre côté. Et à partir de là, sa formule de calcul est très simple. C'est l'actif circule moins le passif circule. Ok? Et là, il faudrait qu'il soit le plus faible possible, voire négatif. À partir de là, je peux calculer ma trésorerie nette. Et je peux la calculer de deux manières. C'est mon FRNG moins mon BFR, ou encore ma trésorerie de l'actif moins la trésorerie du passif. Par les deux méthodes, je retrouve le même résultat. Et lorsque ma trésorerie est positive, cela signifie que mon entreprise se porte bien et que je pourrais en être fier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque ma trésorerie nette est négative? Et c'est dans ce sens-là que je vais énumérer les 6 situations possibles et imaginables qu'on pourrait retrouver face à cela. Dans un premier temps, nous avons un fonds de roulement positif et un BFR positif qui nous donne une trésorerie positive. Ok? Fonds de roulement positif, besoin en fonds de roulement positif qui nous donne une trésorerie positive. Ok? C'est une situation favorable. Ok? Étant donné que la trésorerie c'est le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement, et on comprendra qu'en valeur absolue, le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, donc nous avons une trésorerie positive. C'est une situation favorable, mais perfectible. Pourquoi? Parce que l'entreprise pourra toujours essayer de réduire son besoin en fonds de roulement. Tant que le fonds de roulement est positif, tant que les entreprises devront veiller à ce que le besoin en fonds de roulement soit le plus faible possible, voire négatif. Deuxième situation. Fonds de roulement positif, besoin en fonds de roulement positif, mais supérieur en valeur absolue au fonds de roulement, donc la trésorerie est négative. C'est une situation défavorable. Elle n'est pas catastrophique, mais elle est défavorable. Elle est défavorable et elle est coûteuse. Pourquoi? Parce que l'entreprise arrive à financer ses investissements par ses propres moyens. Mais son cycle d'exploitation n'est pas autofinancé. Elle a un besoin en fonds de roulement très important. Ok? Et donc forcément, son fonds de roulement, même s'il dégage un excédent, il n'arrive pas à financer son besoin en fonds de roulement. Donc la trésorerie est négative, et c'est une situation défavorable et coûteuse. Pourquoi? Parce que on dira que l'équilibre financier de l'entreprise repose sur les fameux concours bancaires qui coûtent excessivement cher. Ok? Pas besoin de vous rappeler, cher auditoire, que plus de 80% des entreprises qui coulent ne sont pas des entreprises qui ne réalisent pas de profit, qui ne réalisent pas de bénéfices. Ce sont des entreprises qui peut-être réalisent plus de bénéfices que les entreprises du même secteur d'activité, mais sont très très mal gérées financièrement. Elles n'arrivent plus à honorer leurs engagements. Elles n'arrivent plus à payer leurs dettes. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont été mal conseillées ou mal gérées financièrement.
Ok. Troisième situation, fonds de roulement positif, besoin en fonds de roulement négatif, trésorerie automatiquement positive, et c'est la meilleure situation qui puisse exister. Ok. C'est-à-dire que mon cycle d'investissement est financé. Ok, et me permet de dégager un excédent. Mon cycle d'exploitation est autofinancé. Je n'ai pas de besoin en fonds de roulement. Donc automatiquement, j'ai un excédent de trésorerie. C'est généralement les entreprises de grande distribution, attention, je ne vais pas citer pour ne pas faire de la pub, mais qui ne sont pas dans des plans d'ouverture de magasins, etc. Parce que lorsqu'on est dans un plan d'ouverture de magasins massifs, etc., etc. Donc nous sommes dans des périodes d'investissement, donc forcément on pourrait avoir un problème au niveau de notre fonds de roulement. Alors, les trois premières situations, comme vous l'avez remarqué, le fonds de roulement est toujours positif. Les trois dernières, le fonds de roulement est négatif. FR négatif, BFR négatif, trésorerie positive. Pourquoi? Parce qu'en valeur absolue, le besoin en fonds de roulement est inférieur et supérieur au fonds de roulement. Alors, c'est une situation défavorable. Attention, il va falloir impérativement agir sur le fonds de roulement. Ok? Cinquième situation, fonds de roulement négatif, BFR positif, trésorerie négative. C'est une situation catastrophique. Attention, attention, attention. Si l'entreprise ne prend pas les dispositions qui s'imposent, elle fermera ses portes incessamment. Je n'arrive pas à financer mes investissements par mes propres moyens. Mon fonds de roulement n'est pas assuré. Et mon besoin en fonds de roulement pour financer mon cycle d'exploitation n'est pas assuré non plus. Donc la trésorerie est négative. Il y a un risque de cumul si les entreprises et si les dirigeants ne prennent pas les décisions qui s'imposent, et forcément on pourrait se retrouver en cessation de paiement et donc en fermeture. Sixième et dernière situation, fonds de roulement négatif. Besoin en fonds de roulement négatif, ok, avec une trésorerie négative. C'est une situation défavorable, mais pas aussi catastrophique, car au moins mon besoin en fonds de roulement est autofinancé, et donc l'entreprise devra remédier à son fonds de roulement. Maintenant, après avoir expliqué les 6 situations possibles et imaginables, on a remarqué que soit on pourrait avoir un problème au niveau du fonds de roulement, soit on pourrait avoir un problème au niveau du besoin en fonds de roulement. Donc, pour ne pas vous retarder, je vais rapidement vous montrer comment agir pour augmenter mon fonds de roulement, comment agir pour baisser mon besoin en fonds de roulement, et rapidement, vous pourrez devenir des experts en analyse financière et proposer des solutions aux entreprises. Donc, pour pouvoir agir sur... Voilà. Je vais l'écrire en haut, comme ça vous allez bien voir. Alors, comment augmenter mon fonds de roulement net global, ou comment diminuer le besoin en fonds de roulement, le BFR, net global. On commence par diminuer le besoin. Comment on fait pour diminuer le besoin en fonds de roulement? Parce que c'est plus simple et c'est généralement ce qui pose problème aux entreprises. On a dit que le besoin en fonds de roulement est né principalement du décalage entre les dettes fournisseurs d'un côté et les créances clients et délais de stockage de l'autre côté. Donc pour réduire mon besoin en fonds de roulement, je vais tout simplement réduire les délais de stockage, c'est-à-dire je vais stocker le minimum, parce qu'un stock, c'est de l'argent qui dort.
oublier, attends, mais c'est pas grave, je vais stocker, anyway, je ne paye mon fournisseur qu'à 60 jours. Mais le compteur commence au moment de la facturation. Ok? Apprenez à fonctionner avec un stock minimum. Stock de sécurité, stock minimum. Ok? Ça pourrait faire l'objet d'un autre cours en comptabilité analytique. Rappelez quelle est la différence entre un stock minimum et un stock de sécurité, comment les calculer, etc., etc. Donc, je vais réduire mes délais de stockage. Je vais réduire, négocier des délais plus courts avec mes clients. Et je vais négocier des délais plus longs. Donc, augmenter mes délais fournisseurs. Ok? Donc, rappelez-vous, les 3 éléments sur lesquels nous pouvons intervenir. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 principaux éléments qui composent l'actif et le passif circulant. Prenez n'importe quel bilan, les valeurs les plus importantes au niveau de l'actif circulant sont soit les stocks, soit les créances clients. Prenez n'importe quel bilan de n'importe quelle entreprise, la valeur la plus importante au niveau du passif circulant sera les dettes fournisseurs. Ok? Donc, je vais essayer de trouver un équilibre pour que tout simplement, si j'accorde à mes clients un délai de 60 jours, je négocie un délai de 35 à 40 jours, de 55 à 60 jours avec mes fournisseurs. J'achète, je produis, je stocke, je vends, j'encaisse, je paie mon fournisseur. Ok? Et donc, c'est un petit peu plus difficile, mais il faut le faire lorsque c'est le cas, lorsque je dois agir sur mon fonds de roulement, et donc pour pouvoir l'augmenter, étant donné que c'est les ressources stables moins les emplois stables, soit que je vais augmenter les ressources stables, soit que je vais diminuer les emplois stables. Ok? Donc pour augmenter les ressources stables, qu'est-ce que je peux augmenter? Je pourrais faire une augmentation du capital. Je pourrais augmenter mes emprunts bancaires, okay, mes dettes financières et emprunts auprès des établissements de crédit, sous réserve que ma capacité d'endettement me le permette et que mes banques acceptent de m'accorder ce prêt et que je ne sois pas surendetté et que je sois solvable. Ok? Ou sinon, réduire les immobilisations. Et quand je dis réduire les immobilisations, un élève m'avait dit un jour, oui monsieur, mais si je vais vendre ma machine, comment je vais produire? Attendez, quand je vous dis réduire les immobilisations, si vous êtes une entreprise industrielle et que vous avez une machine qui vous fabrique le chocolat ou le biscuit que vous allez produire, ne vendez pas cette machine. Qu'est-ce que vous allez faire après? Nous allons céder les immos pratiquement en non-valeur. Les immos qui ne sont pas utilisés. Ok? Et généralement, une entreprise qui est bien gérée est une entreprise qui saura gérer ses immobilisations et donc n'aura pas d'immobilisation à céder. Donc ces 2 principaux points sont les points à traiter pour augmenter le fonds de roulement. Et donc, s'il vous plaît, lorsque vous êtes face à une situation, aux élèves en classe prépa ECT, à la veille des concours, si les concours sont maintenus dans quelques semaines, dans 3 semaines, bonne chance, et que ce soit les concours BCE ou autres, ils posent toujours des bilans fonctionnels analysés. S'il vous plaît, gardez en tête que lorsque votre trésorerie est positive, c'est favorable, mais si le besoin en fonds de roulement est positif, sa situation est toujours perfectible. Proposez toujours ça. Lorsque mon fonds de roulement est négatif, vous proposez ça. Mais s'il vous plaît, certains enseignants, certains professeurs vont vous dire, si la trésorerie est négative, proposez les 2. Attention, il est très difficile. Si mon fonds de roulement est positif,
s'il est important, même s'il n'est pas très important que ça, au moins le rôle a été fait. C'est-à-dire que mes investissements ont été financés par mes propres moyens et au-delà, j'ai dégagé un excédent qui est supposé financer mon cycle d'exploitation, donc mon besoin en fonds de roulement. Proposez plutôt ça si le fonds de roulement est positif. Mais si le fonds de roulement est négatif, vous êtes dans l'obligation de proposer ces solutions. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que nous allons battre cette crise. Je serai toujours là pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je vous rappellerai ultérieurement le cours que nous traiterons soit demain, soit après-demain. À la demande de certains élèves, on m'a demandé un temps de répit. Je sais qu'on n'en a pas parce que les examens approchent. Donc, soit demain ou au plus tard vendredi, le prochain cours, je vous communiquerai le sujet. Au fait, j'ai déjà une idée parce que j'ai eu de la demande, j'ai eu beaucoup de demandes. On va traiter comptabilité, analyse financière et là nous allons traiter un chapitre de la comptabilité analytique, de la comptabilité de gestion. Ce chapitre est très important parce que nous l'utilisons tous les jours. Que vous soyez élève, étudiant, chef de famille, attention, tous les jours pour organiser une soirée, pour aller faire le marché, pour gérer votre salaire, c'est important. Nous allons apprendre à analyser la rentabilité par la méthode des coûts partiels et plus précisément, nous allons apprendre à calculer un seuil de rentabilité. Ok, pour pouvoir savoir par rapport à mes revenus et par rapport à mes charges, quel est mon seuil de rentabilité et donc quels sont mes revenus, le revenu minimum que je devrais avoir pour couvrir l'ensemble de mes charges. Et on pourrait apprendre beaucoup de choses qui pourront vous servir dans votre vie de tous les jours. Restez à l'écoute. I love you guys. See you later. Bye bye.